Veux-tu que je marche un petit peu plus sexy? Un petit peu moins? Qu'est-ce que t'en penses? Comment parler de la beauté? Comment la saisir? La beauté est omniprésente, mais elle fuit toute définition. Nous savons tous ce qu'elle est, mais nous aurions peine à la définir. Mais convenons au moins d'une chose. C'est de beauté humaine dont nous parlons. Celle que les hommes et les femmes portent sur leur visage et dans leur corps. Julie? Je pensais que tu voulais dormir chez toi ce soir. Surprise. J'espérais plus te voir avant de partir. Tu me connais mal. Je suis content. Mon boss m'a encore dit que je m'habillais pas assez sexy. Je sais pas ce qu'il veut, hein? Que j'aille travailler en maillot de bain. Il paraît que les clients boivent plus quand la barmaid est habillée sexy. Tu devrais l'interviewer, lui. T'aimerais son genre. La beauté et la mafia. Comment les œuvres d'art et les belles femmes sont irrémédiablement attirées par l'argent. As-tu déjà remarqué ça? Ériger des murs entre moi et des personnes qu'on pouvait considérer comme laides, par exemple, ou qui ne correspondaient pas à mes critères de beauté. Je sais que, bien sûr, je suis pas le seul à être tombé dans ce piège-là. Mais il est extrêmement difficile de dépasser le mur de l'apparence. Comme ça, tu pars demain. T'as rendu compte de tout ce que tu vas manquer? Bien sûr, on en rend compte. C'est très angoissant. Tu t'intéresses vraiment plus à ce que je fais. Je sais, je vais manquer ton show de danse. Si j'avais pu déplacer mes entrevues, je l'aurais fait, mais je peux pas. Tu comprends? Je peux pas. Ton problème, toi, c'est que tu t'intéresses seulement à la surface de ce que je fais. Parce que je suis belle puis que ça t'excite. C'est vrai que t'es belle puis que ça m'excite. Je pense pas m'intéresser seulement à ta surface. Dans tous les sens que tu peux imaginer. Pourquoi tu penses que je passe tellement de temps à préparer un reportage sur la beauté? Parce que t'as pas le gars d'aller voir un psychiatre? Le fun, ça serait d'avoir, pour commencer, un plan le plus serré possible sur la statue, avec la tour, et ensuite le plus large possible. Ouais, dans la continuité. Oui. Paris. Détour obligé d'une réflexion sur la beauté. Ici, plus qu'ailleurs, on avoue être préoccupé, voire obsédé par la beauté. Les paysages de la Seine en témoignent d'ailleurs éloquemment. La capitale de la France s'est érigée en capitale mondiale de l'esthétique, de la mode, du bon goût. Hey, arrête ça, Richard, c'est rien que des autobus puis des touristes. Il n'y a rien à faire ici. On va changer de place. Ici, des écrivains, des philosophes, des penseurs, des psychologues ont passé une grande partie de leur vie à réfléchir sur la beauté.
J'aimerais savoir, de votre part, est-ce que pour vous, la beauté, c'est quelque chose d'important? Oui. Oui, mais pas essentiel. Important, oui. Ça fait... Enfin... Comment vous dire? Tout dépend de quelle beauté vous Mais parlez. la beauté physique. Physique, vous Oui. parlez forcément des personnes. Voilà. Bah, tout à fait, pourquoi pas. Et est-ce que vous trouvez que les gens qui sont beaux bénéficient de privilèges? Ça, c'est possible. Non, je crois pas. Eh bien, moi, je le pense, malheureusement. Bien sûr, les belles femmes, c'est connu, enfin... Ouais, mais c'est injuste. Vous trouvez ça injuste? Oui. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance justement à se fier à la beauté extérieure. On a des dizaines et des dizaines de preuves que quelqu'un qui est beau est constamment récompensé. Et cela, dès le plus jeune âge. Un nourrisson, quand une femme a plusieurs bébés, ce sera le bébé le plus mignon, le plus attrayant, le beau bébé qu'elle regardera le plus, qu'elle caressera le plus, qu'elle prendra le plus dans ses bras. Ça paraît injuste, ça paraît révoltant, mais ça a été effectivement observé. Alors donc ça joue dès la famille. Ensuite à l'école, là, il y a des différences étonnantes, quoi. Le cancre près du radiateur, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que on a montré que les maîtres, les professeurs, placent les élèves les plus beaux dans les premiers rangs de la classe et s'arrangent pour que les plus vilains, les plus ingrats, soit au fond. Bah, faut être beau dans la vie. Pourquoi faut être beau? Pour plaire aux gens. On a fait des tas d'expériences où des candidates ont les mêmes diplômes, la même formation, des qualités équivalentes. La seule différence, c'est leur physique. Eh bien, une candidate jolie sera préférée à une candidate qui l'est moins. Ce qui est, tout à fait troublant quand même, à capacité égale. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui serait plus beau aurait besoin de moins d'amour? Peut-être parce qu'il a l'amour pour soi-même et le réconfort des gens, dans l'œil des gens, quelque chose qui dit que ça va mieux pour lui que pour les autres. Oui, il a besoin de moins d'amour. Combien de photos d'identité? Les gens se font faire une photo, ils se trouvent tellement laids, ils la déchirent, ils la piétinent. Les photos, on les déchire, on les déteste, on se voit laid. On se voit toujours laid sur les photos. C'est intéressant, parce qu'on est toujours étonné de le fait qu'on s'habite soi-même à l'intérieur. Tout à coup, on voit ça en face, comme si c'était un autre et c'est soi, et ça nous accompagne. On se reconnaît pas. On dit, mais sapristi. Même la féministe la plus libérée mettra sur son mur une photo d'elle, elle ressemblera à une déesse, ou elle ressemble curieusement à Sue Ellen dans Dallas, mais moins à elle-même. Si vous voulez, on ne peut pas s'empêcher, je crois, d'avoir envie de ressembler à nos héros que nous voyons sur les écrans. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, je vous appelle parce que je fais partie d'une équipe de tournage québécoise qui est actuellement à Paris pour tourner un documentaire. Et nous aimerions pouvoir tourner dans le parc de Belleville pour une demi-journée. Or, le problème, c'est que hier, nous avons essayé de tourner au parc. Comme une belle femme, Paris est capricieuse. Elle ne se donne pas au premier venu. Elle se laisse désirer, aspirer. Elle donne à rêver comme les filles sur les couvertures des magazines. Peut-on parler de la beauté sans parler de la mode? Elle aussi capricieuse et tyrannique. La mode qui impose avec la même régularité que le retour des saisons ses caprices et ses nouveautés. Qui impose son image, la femme, désirable et contraignante. Pour vous, est-ce que la beauté, c'est quelque chose d'important? Oui, bien sûr que c'est très important, surtout dans la société à laquelle on vit. Oui, particulièrement dans la société dans laquelle on vit. Oui, beaucoup. Et pourquoi? Parce que tout est axé sur la beauté physique. Il faut être grande, mince, belle. Chaque société invente sa forme de contrainte sur l'image de soi. Bon, nous, on a ce type de contrainte d'avoir cette espèce de rêve étrange que sont nos figures de beauté sur les écrans. C'est comme
comme si elles étaient en plastique, comme ça. C'est très désincarné, en fait. La chose n'est pas très sensuelle, à vrai dire. C'est assez glacé comme rêve. Déjà, en soi, ça se doit d'être sensuel parce que c'est la nature de la femme de l'être, enfin, à mon avis. Et quand tu vas essayer de faire parler cette femme-là en termes de sensualité vis-à-vis d'une caméra, avec des vêtements, en lui faisant rien faire, en la mettant s'infondrer comme ça, où il n'y a rien, il n'y a même pas une chaise sur laquelle elle peut s'asseoir, il n'y a même pas une personne avec qui elle peut pas, il n'y a rien. Et elle raconte des histoires incroyables, en bougeant une jambe, en se levant un coin de jupe, en se penchant un petit peu devant. Tu sais, il y a vraiment un effort de créativité très soutenu puis très présent et qu'on oublie souvent. Les mannequins, c'est des belles filles, on les arrange, on les met là, bon, sont belles. Non, c'est pas ça, c'est bien plus que ça. C'est des gens qui ont cette capacité-là. Et c'est une qualité, c'est une capacité de communiquer des choses à travers un morceau de verre. Quel est le lien entre la mode et la beauté? Les images de la mode peuvent-elles être vraiment considérées comme des images de beauté? Est-ce que ça, c'est fait pour dire aux gens, ben voilà le modèle, voilà ce à quoi vous devez ressembler, puis... Je pense que c'est fait pour rien. Il n'y a rien qui est fait pour rien. Il n'y a rien qui est... Tu sais, Big Brother, il n'y a personne qui le fait, il est en train de se faire. Comment je veux dire? C'est pas quelqu'un qui dit, OK, là, on va le vendre ça en lui mettant une belle fille, en faisant ça, OK, on va... C'est pas ça. C'est une machine qui a son rythme, comme le cinéma, comme la presse, comme les restaurants. Maintenant, tout est à chacun de faire son choix là-dedans, tu sais. Bien sûr, tu vas en avoir de tous les niveaux, pour tous les goûts, à toutes les échelles, à toutes les ordres de grandeur. Maintenant, si toi, tu es influençable à ce point-là, ben écoute, sors dans le panneau et puis c'est tout bad, tu sais. Je veux dire, c'est... Bon, on peut pas... Est-ce que vous n'êtes pas toujours en train de tendre un piège? Moi, je suis en train de faire rien. Moi, je suis en train de faire mon travail qui consiste pas à tendre des pièges, mais qui consiste à faire des images qui me plaisent avec ce qu'on me donne pour les faire, tu vois, c'est tout. Moi, ça s'arrête là. Je fais pas partie comment on dit, d'une machination. D'une machination obscure là, pour vendre des vêtements aux gens. Je reçois pas des chèques dans un compte suisse de Armani ou machin parce que j'ai encouragé le régime à forcer les gens à se déguiser d'une certaine façon. C'est comme je te disais avant, le cinéma, tu choisis les films que tu vas voir. Si tu vas voir juste Schwarzenegger, ben tu vas voir juste Schwarzenegger. Et alors, les mannequins sont vraiment des déesses, disons-le. Alors, donc, ces modèles-là, il y a une réelle impossibilité pour leur ressembler 24 heures sur 24. Et donc, il y a une déception permanente. Je crois, à part les élus, les êtres tout de grâce, et c'est une grâce merveilleuse, qui sont comme ça, hein, et oui, donc à part elle, et c'est merveilleux, et ça ne les dispense pas du reste, d'ailleurs, et ça entraîne des souffrances, puisque les très belles femmes sont venues dans les mouvements féministes des années 70 pour dire « on est trop belles, nous souffrons », et comme dans les mouvements féministes, il y avait aussi les laides, qui disaient « les laides auraient aimé souffrir de la souffrance des belles », mais il y avait les deux, celles qui disaient « les laides, on n'existe pas », alors qu'on a une âme, nous aussi. Et les très belles qui disaient on nous écoute pas. On parle, on nous écoute pas. On nous regarde. Désirer et être désiré. Des images qui nous habitent, qui nous hantent, qui nous poursuivent dans nos rêves les plus secrets. D'ailleurs, il y a des tas de mannequins qui sont sur les couvertures de magazines et qui ont une apparence tellement transformée, transfigurée par la photographie et le maquillage, que ces personnes n'existent pas dans la réalité. Les poupées, c'est cette mode des poupées parfaites, longilignes, étirées, avec des cheveux blonds, des yeux bleus splendides, des cils très longs, n'existent pas dans la réalité. Il n'y a aucune femme qui ressemble aux poupées Barbie, pour les citer. Et les pauvres petites filles qui sont accoutumées à avoir des poupées comme ça sont confrontées sans cesse à ce corps idéal et qui n'existe pas. Et à mon avis, c'est ça. Il y a en même temps le désir et la loi dans la beauté. La loi qui rappelle que cette beauté est parfaite et qu'elle est lointaine et qu'elle est inaccessible. Bonsoir, mon amour.
Tu vois, je t'oublie pas, moi. Je t'ai fait enregistrer ce petit duo-là pour te donner une idée de ce que tu manques. Pour te mettre l'eau à la bouche. Si vous voulez, le relief tactile, on le connaît. On peut imaginer les formes, mais c'est vrai que la perspective des voyants avec ce qu'ils voient, c'est pas pareil. Parce que, comme moi je sais que je l'ai jamais vu, donc... Oh là là, c'est quoi ça? Mais ça, j'aime beaucoup, par exemple, parce qu'on sent très bien les formes. Ouais, j'aime bien. On sent la taille. On sent un mouvement, on sent vraiment un mouvement, là. Ah, c'est une simple tête. Ah, c'est dommage. On reconnaît bien le nez, beaucoup plus marqué, beaucoup plus épais. Bah, la bouche est moins, tu sais, moins fine. Mais c'est peut-être pas un plaisir sensuel, immédiat, parce qu'on aime le visage, ou on a un plaisir parce qu'on pense au travail que ça peut représenter, à toute la perspective avec le col roulé, le menton, on se dit ah ouais c'est bien vu, tout ça. Mais c'est pas le plaisir de la matière, par exemple. C'est un plaisir moins sensible. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites beau? Qu'est-ce que... Bah, pour un objet ou pour un être humain? Commençons par l'être humain. Mais que ça nous plaît, qu'il nous plaît, quoi. De toute façon, la beauté physique, bon, pour un être humain, enfin, je sais pas ce que t'en penseras, Sophie, mais pour moi, ça se prolonge forcément par une beauté morale, quoi, parce que après, ça va se limiter à une beauté purement plastique et esthétique. Et... Oui, mais nous, notre beauté physique ne correspond pas à leur beauté physique à eux. Attention, je dis pas qu'on est dans deux mondes différents. Je parle des voyants et des non-voyants. Ouais. Pour moi, la beauté physique, c'est pas ce que je recherche avant tout. Parce que c'est vrai qu'il y a le côté moral, comme disait Anne.
Mais la beauté physique, pour moi, c'est une belle voix, un parfum, la douceur d'une main, d'un visage. Enfin, pour moi, c'est physique, c'est ça, quoi. Mais après, c'est le moral qui est vachement important. Hein. Quelqu'un qui est beau moralement. Et c'est quoi, beau moralement? Quelqu'un qui est décontracté, qui est philosophe. Hein. Puis, qui sourit. Ouais, ça c'est vachement important parce que le sourire il s'entend. Ouais. Et vous vous marrez, ouais. Mais ça c'est super important. Quoi. La femme est évidemment la première concernée dans le culte que nous portons à la beauté. En Occident, la beauté se décline d'abord au féminin. Est-ce que vous trouvez que c'est aussi important pour les hommes, les femmes? C'est pas le même style de beauté. L'homme, c'est plutôt une beauté intérieure. Parlez-moi un peu de la différence que vous faites. Bah justement, entre l'intérieur et l'extérieur, je trouve qu'une femme est plus attractive parce qu'il y a pas mal de maquillage, de charme, de beaucoup de choses, tandis que l'homme, c'est plutôt une beauté intérieure. Pour les femmes surtout, oui. Pas naturellement. Ah oui? Et pourquoi plus pour les femmes? Ah ben parce que les hommes préfèrent les femmes jolies plutôt que les laides. Et c'est plus important pour une femme d'être belle qu'un homme. Au XVIIIe siècle, par exemple, vous savez que la fameuse, la reine Marie-Antoinette a littéralement ruiné le royaume, en quelque sorte, par sa folie. On dit ça. Des parures avec des sommes absolument exorbitantes. Et, les femmes passaient un temps inimaginable pour leur coiffure. Donc, je pense que chez les aristocrates peut-être aussi, mais je pense que malgré tous ces signes-là, l'intérêt pour la parure et l'argent dépensé faisait que l'intérêt féminin pour la mode était plus marqué que pour les hommes de toute façon. Mais, ce qui est clair, c'est que à partir du XIXe siècle, alors là, on a un vrai basculement, et qu'on appelle parfois le grand renoncement. Ce grand renoncement coïncide en gros avec l'apparition de l'habit noir pour les hommes, la redingote. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vraiment, la mode se décline au féminin. Et l'homme se définit comme hors mode. C'est naturellement faux, parce qu'il y aura une mode masculine. Oui. Mais l'idéal masculin n'est plus la frivolité. L'idéal masculin, c'est une virilité ostentatoire, c'est le monde de la bourgeoisie, le sérieux, le travail, l'épargne. Et le monde de la bourgeoisie se construit en rejetant les signes traditionnels de l'oisiveté aristocratique. Mais, comme vous le savez bien, cet ordre-là est un peu hypocrite, parce que l'ordre de la bourgeoisie n'a pas du tout éliminé totalement la superfluité et la séduction. Simplement, ils l'ont fait basculer du côté des femmes. Bien, les femmes sont toujours plus belles à regarder. Hein, les hommes ont un penchant vers les femmes en général, quoi. Alors, c'est ça. Est-ce que vous pensez que les femmes sont toujours plus agréables à regarder? C'est ça, là. Non, c'est pas vrai. Les hommes peuvent être aussi beaux que les femmes à regarder. Oui. L'homme qui veut être beau, à mon avis, ce souci esthétique de lui-même ne va pas dans le sens de la virilité, c'est-à-dire un homme, un vrai, mon Dieu, il peut être balafré, il peut avoir un peu de barbe, il peut être un peu moche. Moi, mais je pense que pour une femme, c'est pas très important que le mec soit vraiment beau ou pas. Je pense qu'il y a besoin d'un peu plus de charme, un peu plus de gentillesse, qu'il fasse plus attention à elle. Généralement, même, elles n'aiment pas trop les beaux gosses, parce que d'abord, ils sont trop suffisants, ils s'occupent d'eux avant de s'occuper d'elles. Une nana veut surtout qu'on s'occupe de son petit corps, et puis après de nous. Hein. Les filles, c'est autre chose. Elles sont censées s'occuper d'eux, elles sont censées avoir dans leur petit sac le rouge à lèvres, etc. C'est la culture féminine telle qu'on l'imagine, et telle qu'elle est reflétée dans les journaux féminins d'ailleurs. Les petites crèmes, les petits machins, ça c'est féminin. Alors, une femme qui est très très coquette, on dirait comme elle est féminine. Coquetterie et féminité vont ensemble, alors que coquetterie et virilité sont en contradiction. Mais je pense qu'il y aura toujours une dissymétrie, parce que la différence entre masculin et féminin est plus fondamentale, plus anthropologique que la question de la coquetterie, si vous voulez, et que la question
Même dans les sociétés où les garçons se maquillent, ils font la guerre. Ils ont une posture, ils se définissent quand même comme étant l'homme, être humain, sujet du politique, au centre de la scène sociale, etc., qui est capable de se battre, etc., face à du féminin inconsistant, parce qu'inconstant, peu fiable, ou mettons la raison a une moindre présence que la nature féminine, etc., etc. Donc toute cette vision du féminin dans sa différence, toute cette dissymétrie-là, me semble-t-il, on la rencontre dans beaucoup de sociétés, et là aussi dans la nôtre. Et pour le moment, je ne vois pas qu'on puisse égaliser, il n'y a pas d'exemple où il y ait une symétrie masculin-féminin réelle. Je pense pas, après avoir fait avec ma collègue, mais normalement on n'est pas habilité à faire ça. Hein. Non? Parce qu'on a un service pour les relations publiques, c'est assez compliqué normalement. Oui? Tout à fait. Oh, ça prendrait 2 minutes. Écoutez, si ça vous embête, on arrête. C'est juste parce que... Parce qu'en fait, il faudrait que vous demandiez au bureau de voie publique. Hein. Donc afin d'avoir un entretien, on interviewe un fonctionnaire de police. Alors il faut demander des permissions? Voilà, tout à fait, voilà, en un mot c'est ça. Donc, sans permission, vous ne pouvez pas répondre à la question qui est qu'est-ce que vous pensez de la beauté? Hein? Normalement, là, pour être légal, là, vous ne pouvez pas répondre à cette question-là que je vous pose, qui est qu'est-ce que vous pensez de la beauté? Il faudrait l'autorisation du chef. Pour en parler. Mais alors, si je vous la pose comme ça et qu'on dit que vous ne pouvez pas répondre et que vous en parlez, comme ça devrait passer. Par exemple, vous, qu'est-ce que vous pensez de la beauté? Est-ce que vous trouvez que c'est important? Important. Plus pour les hommes ou pour les femmes? Pour les deux. D'égale importance? Oui. Et vous? Oh, je pense à peu près la même chose. Hein? On sait que les hommes et les femmes ont un comportement très différent face à la beauté. Oui. Et alors, comment on peut expliquer ça? Pourquoi on peut... Ben, c'est toujours la société qui le dicte. C'est purement arbitraire. Ça dépend des sociétés. Chez nous, il est décidé que les femmes sont belles et que les hommes n'ont aucune beauté. Mais souvenez-vous que c'était l'inverse chez les Grecs. Pour les Grecs, il n'y avait que les jeunes garçons qui étaient beaux. Et chaque fois que Platon, dans tous ses livres, parle de beauté, il parle toujours des adolescents. Et il ne parle jamais de la beauté d'une femme. Hein, ça n'existe pas dans un seul livre de Platon. Et de même, nous connaissons des populations nombreuses, soit en Indonésie, soit en Afrique, soit en Nouvelle-Guinée, où ce sont les hommes qui sont beaux. Et en Afrique, les plus célèbres, ce sont les Peuls. Parmi les Peuls, vous avez les Peuls Bororo, qui font des concours de beauté et où ce sont les garçons qui doivent plaire aux filles. Vous n'avez qu'à regarder, depuis le 19e siècle, les cosmétiques, les mannequins, les concours de beauté, toutes ces choses-là qui se sont développées au 19e siècle concernent fondamentalement le féminin. Et donc nous reproduisons de la dissymétrie, de l'inégalité entre les sexes, entre le sexe masculin et le sexe féminin. Et donc là, il y a un véritable défi. On a à la fois une logique démocratique, une exigence d'égalité qui se déploie, et en même temps, le code inégalitaire de la beauté entre les sexes se prolonge. Donc, vous le voyez, ce sont simplement des conventions sociales, et j'ajouterai pour terminer qu'elles sont en train de changer. Et que les femmes... Vous trouvez qu'elles sont en train de changer? Absolument. D'un côté, les femmes s'intéressent à la beauté des hommes, elles commencent à dire qu'il y a des hommes très beaux, et à les trouver très beaux, et les hommes s'occupent de leur beauté, et ils commencent même à utiliser des maquillages, des soins de beauté, etc., etc. Il y a tout un marché qui se développe dans le domaine. Donc, vous voyez, c'est très relatif et très social. Salut. Bye bye. À demain.
Ce soir, 9 h, chez toi, je découvrirai ta beauté comme un aveugle. Et cela dès le plus jeune âge. Un nourrisson, quand une femme a plusieurs bébés, ce sera le bébé le plus mignon, le plus attrayant, le beau bébé qu'elle regardera le plus, qu'elle caressera le plus, qu'elle prendra le plus dans ses bras. C'est effrayant de penser qu'on classe dès l'enfance les plus beaux puis les moins beaux. Que déjà on accorde des privilèges basés sur l'apparence physique d'un enfant, je trouve ça révoltant. Moi, en tout cas, j'ai jamais été ni belle, ni laide. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas un questionnement quotidien. Ben, moi, ça me préoccupe tous les jours. J'ai toujours été fasciné, renversé par la beauté des femmes. Même que j'en ai toujours fait une condition essentielle à l'amour. En même temps, je sais très bien que c'est complètement immoral, que c'est injuste, aberrant, mais comment peut-on ne pas préférer une belle femme à une qui l'est moins? Tu trouves pas que c'est un peu de l'infantilisme? De s'accrocher à des images de magazines, de rêver à des filles qui, dans le fond, existent même pas, puis d'appeler ça la beauté? Regarde la suite, tu vas voir, c'est passionnant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des études qui sont faites avec des enfants de plus en plus jeunes. Et les études récentes ont été faites avec des enfants de 3 à 6 mois, ce qui est quand même tout petit. Très jeune. Très jeune. Et on projette à ces enfants, généralement au-dessus de leur berceau, des images de femmes plus ou moins belles selon des critères adultes. Et on n'en met pas trop, hein, parce que le nourrisson a un regard qui n'est pas encore très différencié et très dirigé. Donc on en met deux. On en met deux. On en met par exemple une belle, une pas belle. Alors par exemple la pas belle à droite, après la pas belle à gauche. Et on s'aperçoit que le regard du nourrisson est fixé plus longtemps sur la photo de la femme qui est belle. J'arrive, ça sera pas long. Allô? Bonjour, mon amour. Voyons, Julie. C'est épouvantable. Pas très romantique. C'est pas très romantique non plus de vouloir baiser les filles seulement quand elles sont belles. Tu devrais relire Saint-Exupéry. L'essentiel est invisible pour les yeux. Si tu te prends pour le petit prince, c'est pas comme ça que tu vas m'apprivoiser. Si tu te prends pour le renard, t'es pas très rusé. T'aurais pu faire semblant de me trouver belle. Au moins, on se serait amusé.
Qu'est-ce que tu fais dur? T'as l'air d'un enfant à qui on vient d'enlever son cornet de crème glacée. Penses-tu qu'on a juste ça à faire, nous autres, les filles, se mettre belles en vous attendant? Puis tu penses-tu que c'est toujours facile d'être belle? De toujours se demander si le monde nous aime seulement parce qu'on est belle? Toujours avoir peur que notre chum se rende pas compte qu'on n'est pas juste une paire de fesses, hein, une paire de seins ou une machine à baiser. Mais tu sais qu'on a aussi des choses à faire, à dire puis à réaliser. Moi, j'en connais tellement des filles qui se cachent pour sortir, qui camouflent leur moudée parce qu'elles sont plus capables. Là, je pense qu'on se comprend bien mal, Julie. Ça fait 3 ans qu'on se connaît, qu'on se voit, qu'on est amants. On a fait l'amour souvent, mais on n'a pas juste fait ça. On est allé au cinéma, on a vu 100 000 shows de danse. On passait des nuits à parler de tes projets, puis des miens, puis de tes sentiments. On décidait qu'il valait mieux pas vivre ensemble pour le moment. Fait que tu viennes me dire aujourd'hui que je m'intéresse juste à ton petit cul, là. Je le prends pas, ça. Je te trouve belle, moi. Je t'ai désiré la première fois que je t'ai vue, puis je te désire encore autant. J'ai pas envie de commencer à me sentir coupable de bander quand je te vois. Georges! Est-ce qu'on aurait fait tout ça ensemble si j'étais pas belle? Est-ce qu'on va faire tout ça ensemble quand je vais être plus vieille? T'es pas obligé de me répondre tout de suite. Prends le temps d'y penser. Tout homme, toute femme, je crois, quand il se lève le matin, qu'il se regarde dans sa glace, quand l'homme se rase ou que la femme fait sa toilette, tout homme se dit quelle tête j'ai aujourd'hui, j'en suis sûre, à tout âge, et dans pratiquement la majorité des populations au monde. Mais pourquoi? Alors c'est ça, pourquoi? Pourquoi cette place? Ma réponse, mais c'est une hypothèse, c'est que je crois que ce qui est en crise actuellement dans nos civilisations, c'est l'identité, être reconnu, être identifié. Pourquoi? Parce que on ne vit être aimé, c'est un degré de plus. Mais déjà être reconnu, être identifié comme personne, c'est de plus en plus difficile parce que on ne vit plus que dans des familles éclatées, on ne vit plus en tribu, on ne vit plus avec les grands-parents ou avec les cousins dans les villages. On vit dans des cités où on est complètement anonyme. Individualiste. D'une part. D'autre part, on est dans la foule et les rencontres sont éphémères. On est pressé. Qu'est-ce qu'on voit des autres? On voit l'apparence. Et l'apparence finit par se substituer à l'identité, je crois, et que pour être reconnu, dans ces rencontres si fugitives, si superficielles aussi, si rapides, qu'est-ce qu'on capte d'autrui? C'est son apparence. Alors on va soigner le look, il faut être clean, il faut être impeccable, comme on dit. Nous on dit impec, je ne sais pas si vous dites aussi. On soigne son look, comme si c'était la chose la plus importante du monde. Alors l'apparence finit par remplacer la personne réelle. Tiens, Georges. Merci. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est pas trop long? Non, c'est ça que je voulais. C'est correct. C'est comme la dernière fois, je pense, hein? C'est très bien, ça. Ouais. Mais, ça, je t'avais demandé de m'en ajouter ici, André. Si je le pouvais. Voilà. Non, c'est parfait, Jimmy. C'est bon? Oui. Merci. Est-ce que vous trouvez qu'on n'accorde pas un petit peu trop d'importance à ça, la beauté? À la beauté. C'est à sa juste place? Je pense pas, parce qu'on demande toujours aux hommes qu'est-ce que vous regardez en premier, puis ils disent toujours l'allure, l'apparence. Qu'est-ce que vous pensez que les hommes regardent en premier? Je pense qu'ils regardent l'ensemble, mais ils regardent qu'est-ce qu'ils voient en premier, c'est l'image. Et vous regardez quoi? La même chose. Non, c'est une valeur secondaire. Secondaire pour moi, oui. Vous n'êtes pas plus attiré vers les gens beaux que ceux qui le sont moins? Non, c'est pas ça. C'est que les gens beaux, non. Si vous êtes mauvais et beau, c'est pas intéressant. Il y a la beauté, puis d'un côté, puis le bon cœur et la sincérité. Mais si elle est intelligente, mais qu'elle n'est pas belle, est-ce qu'on va lui faire confiance, selon vous? On va la tester. Donc, ça va être plus difficile pour cette personne-là? Oui. Et ça, vous trouvez ça juste, vous? Coussi, coussa. Pour vous, est-ce que la beauté, c'est quelque chose d'important? Oui, très important. Pourquoi? Parce que je suis coiffeur. Mais je parle de la beauté physique, moi, l'apparence. Oh, ça donne l'assurance, peut-être. C'est pratique. Pas davantage. Non.
Est-ce que vous pensez que les gens en général partagent cet avis-là? Probablement pas. Surtout pas les compagnies de cosmétiques, puis tout ce qui est la mode. Il y a autre chose dans la vie que l'esthétique et la beauté. C'est un peu superficiel. Un peu superficiel? Oui. Pourtant, vous qui gagnez votre vie avec... On gagne notre vie avec la vanité des gens. Et pensez-vous que ça peut créer... C'est quelque chose qui... C'est un sujet qui peut créer des injustices, la beauté? Oui. Les gens... Oui, parce qu'être beau, là, vraiment très beau, c'est pas drôle. Ça doit pas être drôle. Parce que tout le monde, on pense que la personne, parce qu'elle est belle, qu'elle n'a pas un ressenti, il n'y a rien. On s'arrête à la superficie, à ce qu'il y a à l'extérieur. On ne va pas voir plus loin. Elle n'est pas supposée faire d'erreur. Ah ben c'est intéressant parce que souvent, on nous parle du contraire. On parle des gens qui sont défavorisés à ce niveau-là, pour qui ça peut être difficile, mais c'est rare qu'on nous parle du contraire, des gens qui sont très... Parfait, elle a tout. Elle a tout. Comment ça se fait qu'elle est malheureuse? Comment ça se fait qu'elle fait une dépression? Vous pensez que la vie est difficile pour les gens beaux? Oui, définitivement. Ils sont très harcelés de tous les côtés. Julie a un gros problème avec sa beauté. On dirait qu'elle a de la difficulté à accepter le fait qu'elle est belle. Julie a un gros problème avec toi qui a un gros problème avec la beauté. C'est pas pareil. Les hommes jugent les femmes sur leur apparence physique, puis la société renforce constamment la conscience qu'elles ont de leur corps, de leur beauté. Des fois, elles en ont plein le cul. Le problème de Julie, là, je pense que c'est le regard que tu poses sur elle. Je sais que je suis pas aussi belle qu'elle, là, mais... On va dire, si mon chum accrochait des photos de moi partout dans son salon, là, ça me ferait capoter. Je pense pas que mon chum, il m'aime moins pour autant, tu sais. Bonjour, vous êtes bien au 522-7653. Je peux pas vous répondre tout de suite. Laissez-moi un message. Merci. Allô, Julie, c'est moi. Je m'excuse pour l'autre soir, là. Faudrait qu'on se parle bientôt. OK? Appelle-moi. Je crois que la beauté est quand même très importante dans nos rapports avec les autres. Elle joue. Pourquoi elle joue ce rôle si important? Je crois que d'abord, elle est un plaisir. Elle est un plaisir, elle est une récompense. Ça part de là, du plaisir? Oui, c'est un plaisir esthétique. Freud disait que, je ne suis pas freudienne, mais je crois que là, il a raison, que le plaisir esthétique est tout près du plaisir érotique. C'est un plaisir d'érotique qui est dérivé quant à son but, mais qui est de même nature. C'est un plaisir des sens, ça fait plaisir. Quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est regardé aussi par les autres, ou quelqu'un qu'on regarde parce qu'il est beau. Ça fait plaisir. Ça donne du plaisir, ça donne une émotion esthétique qui est agréable. Je crois que c'est pour ça que c'est important. Ça donne du plaisir de contempler un beau tableau aussi, d'entendre une belle musique, mais particulièrement quand il s'agit du corps ou du visage d'autrui. Voyons, sacrement. Voyons, Georges, c'est qui va pas? Ah, je capote, Suzanne, comprends-tu? Je capote. Ça fait une semaine, j'ai pas eu de nouvelles de Julie. Qu'est-ce qu'elle fait, non? Tu me sortir de sa vie, hein? C'est pas juste de me laisser comme ça, m'imaginer toutes sortes d'affaires. Ça fait une semaine que je dors plus, je mange plus. Ça fait 3 jours que je fais de la fièvre. Non, je suis plus capable. Ça me j'ai rien fait pour mériter ça. Destin, je pense pas que ça marche au mérite, tu sais. Peut-être que tu regardes ça autrement, Georges. La beauté, c'est quelque chose d'éclatant qui apparaît. La beauté, c'est la splendeur de l'être. Quand vous approchez de la perfection, cela brille, cela a un éclat particulier. C'est comme un clignotant. C'est ça le danger de la beauté. C'est, si je dis
regardez cette fleur, tous les hommes vont regarder dans la direction de mon doigt, mais pas mon chien. Mon chien regardera mon doigt. Voilà. Et c'est ce que nous faisons. La beauté est un pur signe, comme l'a dit Dufresne. La beauté, c'est ce qui est à la fois sensible et signifiant. C'est un signe qui renvoie à autre chose. Et le malheur, c'est que la beauté est fascinante. Et que nous sommes fascinés par la beauté, et qu'au lieu de regarder ce que désigne le doigt, qui est la fleur ou la lune, on regarde le bout du doigt. Eh bien, quand quelqu'un est beau, nous le regardons et nous sommes fascinés, au lieu de regarder ce que nous indique cette beauté, ce à quoi elle renvoie, c'est-à-dire à la présence de l'être. Bonjour. Vous êtes bien au 844-5348. Salut Georges, c'est Julie. J'ai eu tes messages. J'espère que tu vas bien. Essaie pas de m'appeler parce que de toute façon, je serai pas à la maison pour un bout de temps. OK. Bye bye. Finalement, comment peut-on définir la beauté? Eh bien, on peut la définir de deux manières. On peut la définir par l'effet qu'elle nous fait. La beauté, c'est ce qui nous fascine. Ou bien, disait d'ailleurs, je crois, Valérie, la beauté, c'est ce qui ravage. La beauté ne ravit pas, elle ravage, ce qui est vrai aussi. Donc on la définit toujours par les effets qu'elle fait dans l'homme. Alors bien sûr que la beauté pour l'être humain, puisque nous parlons surtout de l'être humain et surtout des femmes, c'est la régularité. La régularité dans les traits, la proportion, l'harmonie. La beauté serait d'ailleurs à différencier de nombreux autres termes. Joli, mignon, précieux, gracieux, sublime. Ça, il y a de nombreuses variantes. La beauté est le grand terme, c'est le terme le plus noble. C'est du marbre, ça. Tu rends compte un visage comme ça, regarde. C'est presque, comment on peut dire ça? C'est pur, ça dégage la pureté, quoi. Tu vois, t'as envie de le caresser, t'as envie de l'embrasser. C'est génial, quoi. C'est vraiment ta préférée, celle-là? En tête, ouais. Ouais. Ah ouais. À cause de la douceur. Ah ouais, on dirait... Ça fait des fois penser à un visage d'enfant, quoi. Mais quand on voit un visage si pur, on aimerait avoir ce visage-là. Moi, j'aimerais bien. La beauté, c'est la pureté. Mais attention, hein, quelque chose de sale peut très bien être beau. Hein. Ouais. Ouais. Un chat errant, ça peut être beau. C'est pas pour me vanter, mais je trouve ça très touchant. Non, mais vas-y, Suzanne, tu peux te vanter. Vas-y. De toute façon, j'ai un pourcentage là-dessus, moi. C'est peut-être plus facile pour les non-voyants de voir avec les yeux du cœur. Ils sont plus sensibles à la bonté, à la chaleur humaine, à l'honnêteté, à une autre forme de beauté. C'est incroyable quand on s'arrête une minute pour y penser.
Elles n'ont jamais rien vu de leur vie. Ni un coucher de soleil, ni un clair de lune, ni une fleur, ni un homme, ni une femme, rien. Elles sont parfaitement conscientes qu'il y a une immense richesse dont elles sont irrémédiablement privées, et pourtant la beauté demeure quelque chose d'extrêmement important dans leur vie, dans une autre dimension. C'est sûr. C'est comme écouter de la musique. C'est un plaisir très grand aussi, même pour ceux qui ne voient pas. Un beau geste, la beauté d'un poème. On peut apprécier la beauté autrement que par la vue. Il y a l'odorat, le goût. Mais moi, j'aimerais mieux être sourd, muet et sans odorat que d'être aveugle. Et puis c'est mon métier de faire des images. Je pense que tu serais surtout très malheureux de ne pas pouvoir regarder les femmes. Bien, alors, votre première intervention commence ici. D'accord. Et, Est-ce qu'on va arrêter après chaque Oui, après chaque paragraphe. D'accord. Alors, nous, on va pouvoir couper. Si vous voulez, la dernière grande intervention, on la fera demain. Parce que sinon, ça va faire trop de choses aujourd'hui. Alors, je préfère qu'on prenne le temps. OK. Est-ce que vous voulez avoir un café? Non, merci. Je pense de l'eau, ça va aller. Si vous avez besoin de quelque chose, vous le dites. OK. Hein? Merci. Alors, on y va. Dis donc, pour moi, tu l'as pas choisi juste pour sa belle voix, là, elle, hein? Bien sûr. On la verra même pas dans le film. Ben bon. Qu'est-ce que tu vas imaginer là, toi, là? C'est moi. Bon, est-ce qu'on est prêt? Oui, on est prêt quand tu veux, mon Georges. OK, ça roule. Le corps est le support principal de la beauté humaine. Cela semble une évidence. On habite notre corps. On croit qu'il est à nous. On le modèle plus ou moins selon notre volonté. Mais jusqu'à quel point nous appartient-il? Excuse-moi, je recommence. Le corps est le véhicule principal de la beauté humaine. Cela semble une évidence. On habite notre corps. On croit qu'il est à nous. On le modèle plus ou moins selon notre volonté. Mais jusqu'à quel point nous appartient-il? Le corps est quelque chose qui répercute tout. C'est un lieu de combat, c'est un lieu de reproduction. Le corps, en tant que fait social total, intervient constamment. Finalement, il n'y a rien sans le corps. Tout l'implique. Et la société ne peut pas le laisser passer sans le marquer, sans mettre son empreinte. Le corps est finalement la métaphore de la réalité socio-culturelle. Toutes les sociétés ont voulu mettre leur empreinte sur le corps. Jamais on ne le laisse tranquille. Mais l'action de la société sur le corps s'intègre dès le plus jeune âge, au point où pendant longtemps, on en était parfaitement inconscient. Le corps semble tellement aller de soi qu'on a parfois tendance à l'ignorer. Il y a une conjonction d'une logique lourde, démocratique individualiste, et une logique marchande, capitaliste, qui fait que, évidemment, le corps est devenu un temple, quelque chose qu'il faut faire fructifier, qu'il faut aimer. Et donc, ce qui caractérise en effet notre époque, c'est le culte du corps, un culte du corps absolument généralisé, le culte de la jeunesse en particulier, de rester jeune, de lutter contre les rides. Les opérations de chirurgie esthétique, par exemple, c'est quand même quelque chose de tout à fait significatif. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun diktat absolu de la mode. Mais en revanche, vous avez une norme totalement intériorisée par tout le monde, et en particulier les femmes, jusqu'à l'obsession. C'est la minceur. Le code de la minceur, comme synonyme de beauté, si vous voulez, est profondément intériorisé et, d'une certaine façon, homogénéise, si vous voulez, le rapport au corps. Donc d'un côté, on a de plus en plus de diversité et de liberté, et de l'autre côté, de plus en plus d'injonction et d'homogénéité esthétique. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose de totalement contradictoire. Parce que cette norme de ligne de minceur,
c'est quelque chose de profondément intégré à la logique moderne, qui est encore une fois le refus de la tradition, le refus de ce qui est reçu. Et donc pour ça, il faut veiller sur soi-même, travailler sur soi-même, faire du sport, manger correctement, ne pas se laisser aller, etc., etc. C'est une façon de s'affirmer. Oui. Une façon plus que de s'affirmer, je dirais presque de se faire, de se construire. Après la recherche de gîtes et de nourriture, la procréation est en tête des préoccupations de l'Homo sapiens. En quête de la génitrice idéale, les hommes de la préhistoire devaient chercher la femme la plus fertile. Or, la fertilité féminine est fortement en rapport avec l'âge. À son acmé dans la jeune vingtaine, elle décline à l'approche de la quarantaine. D'un point de vue évolutionniste, il est donc normal que les hommes soient attirés par des femmes plus jeunes. Quelques questions? Vous êtes très pressé? Oui, je donne un cours d'aérobie dans 30 secondes. Oh, dans 30 secondes? Oui. Alors, on n'aura pas le temps. Merci. Mais les femmes n'ont pas leur âge imprimé sur le front. Les hommes partent donc à la recherche d'indices. En vieillissant, les oreilles et le nez continuent de grandir alors que les lèvres diminuent. Les hommes admirent donc les plus petits nez, les fines oreilles et les lèvres pleines. Bref, tous les attributs d'une jeune fille. Quand on est dans notre peau et qu'on se voit tous les jours, on connaît nos défauts. Puis je dis, quand on voit les autres personnes, ben, on trouve d'autres... Tu sais, comme, qu'est-ce qu'on n'a pas, on va le voir chez quelqu'un d'autre. Comme ma sœur, plus vieille, elle a des super belles jambes. Puis j'ai dit tout le temps, mais... Tu sais, je vais voir d'autres points que moi, j'ai pas, puis... Fait que ça se balance, finalement. Est-ce que tu remarques beaucoup la beauté chez les autres, toi? Oui, beaucoup. Beaucoup. Avant, c'était par jalousie, par envie, puis aujourd'hui, c'est une belle fille, puis je lui donne le droit d'être belle. Tandis qu'avant, on dirait que j'étais plus insécure, puis quand je voyais une belle fille, j'avais justement l'impression qu'elle m'enlevait à moi quelque chose. Là, parce que les pépites de... c'est écœurant, avec des bananes, avec des... Le comportement des humains ne saurait être vraiment compris en profondeur sans qu'on le compare à celui des animaux. L'observation de certains aspects fondamentaux de la biologie humaine et animale peut éclairer de façon significative notre compréhension de la beauté humaine. C'était hard. C'était du... Ouais, non, c'est pas du... C'était hard parce que le plancher, il est hard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des femmes qui savent qu'elles sont belles. Alors, tu t'es sûrement déjà vue dans un miroir. T'es très belle. Si tu le dis. Ben, je veux bien jouer le jeu. Allons-y. Bien, alors, Richard, on va être prêt à tourner. Ça va, Rachel? On va passer au vous. D'accord. Quand vous vous promenez sur la rue et que vous sentez que les hommes vous regardent parce qu'ils vous trouvent belle, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous fait plaisir? Oui. Oui. Oui, ça me fait plaisir, c'est sûr. Je pense que quand une femme se donne la peine de se maquiller, de s'arranger, de bien s'habiller, en quelque sorte, elle va chercher une récompense dans le regard que lui jettent les hommes. Quand je m'arrange puis qu'on me regarde, ben moi, j'aime ça. Et selon vous, qu'est-ce que c'est la beauté? À quoi ça sert? Ben, la beauté, ça sert à séduire. C'est comme une invitation. Une invitation à quoi? Ben, une invitation au sexe, au plaisir, à l'amour. Je pense que ça sert à attiser le feu, à allumer la passion entre les hommes et les femmes. Et il y a eu une tempête. Quand le gars s'est perdu. Chez tous les vertébrés, en règle générale, la femelle possède des attraits copulatoires bien développés. Le premier indice qu'a un homme de l'aptitude sexuelle de la femme, c'est sa silhouette. C'est un souvenir? C'est quelque chose de précieux? Les dépôts adipeux des femmes ont été sélectionnés pour accentuer naturellement les contours, les rondeurs sexuellement attirantes. Les femelles de nombreuses espèces ont une configuration de la croupe qui fonctionne surtout comme présentoir sexuel.
les fesses jouent toujours un rôle majeur dans l'attraction sexuelle, même si l'approche copulatoire normale se fait de front. Dans Le singe nu, Desmond Morris assure que les seins sont des imitations des fesses et ont évolué ainsi parce que nous avons transporté notre mode de copulation de l'arrière à l'avant. Plutôt que de monter par derrière à la manière ancestrale, nous nous unissons de face. Il pense donc que nous avons simplement déplacé notre fétiche sexuel des doubles hémisphères vers le devant, d'où les seins gigantesques, bien plus grands que ne l'exigent leurs fonctions strictement mammaires. J'aurais aimé ça déjeuner avec toi, mais là, as-tu vu l'heure? Je suis déjà en retard, là. J'espère qu'on va pouvoir se reprendre, par exemple, pour le déjeuner, puis pour le reste. Je pense pas que ça va être possible, Georges. Mon copain revient demain de vacances. Ah. Visiblement, t'es une belle fille, je veux dire. On te l'a sûrement déjà dit. En tout cas, moi, je te le dis, t'es une belle fille et c'est la vie de beaucoup de monde que je connais aussi. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es consciente? Et est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que ça a toujours été présent dans ta vie? Bien, tu sais, quand ça commence à l'enfance. Hein. Moi, d'ailleurs, j'ai commencé à faire de la publicité enfant. Puis, mais mis à part le métier, ça commence à l'enfance. Les gens font « Oh, regarde-la donc, c'est belle. Oh, c'est donc bien beau, ta robe. » Déjà, les gens, les adultes, portent de l'importance sur l'esthétique des enfants. Puis, veux pas, ça s'emmagasine, ça, dans une petite tête. Hein? De dire « Oh, regarde-la donc, c'est belle. Là. Oh, ça va en faire pleurer des cœurs. » Et je suis sûre que oui, ça commence dès cet âge-là. Tu sais, quand tu apprends qu'un petit sourire, bien, ça c'est puis avoir un petit sourire, ça peut ni plus loin qu'avoir une gueule de bois, bien, tu l'accroches, ton sourire. Coudon, Georges, est-ce que tu fais un film de sa beauté ou bien tu te cherches une blonde? Non, mais depuis une semaine, tout ce que tu me ramènes, c'est des entrevues avec des belles filles. Je fais quoi que tu essaies d'oublier Julie, mais... Un gars a bien le droit d'essayer de se changer les idées. J'essaie de survivre, c'est tout. Faudrait que tu décides si tu veux survivre comme un artiste ou bien comme un macro. Je sais pas si je suis un artiste, mais ta question mérite réflexion. Tiens. La Renaissance d'Aphrodite. Tu l'as lu? Ouais. C'est un cadeau de Julie. Tu l'as revu? Non. C'est arrivé par la poste. Aphrodite, déesse de la beauté et du sexe. Me le prêtes-tu? Ouais. Je croyais que tu trouvais le sujet infantile. La beauté, oui. Mais le sexe, non. Mets-toi une chose dans la tête, Suzanne. Il n'y a pas de beauté sans sexe, puis il n'y a pas de sexe sans beauté. Les montagnes sont belles sans le sexe. La mer aussi. Oui, mais s'il n'y a pas de sexe, il n'y a personne pour les regarder. Et puis, est-ce que la beauté n'est pas dans l'œil de celui qui regarde? Ben, on pourrait facilement imaginer que des extraterrestres là, qui seraient asexués pourraient admirer la beauté. Ouais. On peut penser qu'ils apprécieraient l'ordre, la symétrie, l'harmonie. Mais est-ce que ce serait la beauté comme nous, on la comprend, comme on la sent? Pure spéculation. Hein? Ouais. La beauté telle qu'on la connaît, nous, est faite de sperme, d'ovules et du souvenir plus ou moins confus de milliers de milliards d'orgasmes que l'humanité a connus. Les Grecs avaient raison. Aphrodite est la déesse de la beauté et du sexe.
Sarah, on va essayer quelque chose. C'est toi qui vas faire le personnage d'Aphrodite. Ah bon? Si tu veux. Madame Ginette Paris, vous avez écrit un essai intitulé « La Renaissance d'Aphrodite ». Pourquoi avez-vous fait cette recherche sur les déesses grecques et particulièrement sur la déesse de l'amour? Sur les déesses grecques d'abord, parce que nous sommes grecs, qu'on soit né à Québec ou à New York, nous sommes de culture grecque, donc ce sont des histoires fabuleuses qui nous appartiennent, elles sont fantastiques à redécouvrir. Et pourquoi Aphrodite en particulier? Parce que je crois que c'est une des figures qui a été le plus malmenée par le christianisme. Ce qu'on a fait d'Aphrodite, c'est un peu la Barbie américaine, la belle déesse, beautiful but dumb. Donc belle, séduisante, mais un peu insignifiante, comme si la beauté féminine venait nécessairement avec son corollaire qui serait une sorte de stupidité intellectuelle, ce qui est très, très contraire à l'image antique de la déesse Aphrodite, qui était une image de beauté, bien sûr, une personnification de la beauté, du désir entre l'homme et la femme, mais aussi une forme d'intelligence et de civilisation. Alors, pour les Grecs, Aphrodite avait évidemment un beau corps, et même, il y a l'Aphrodite Callipyge, qui veut dire l'Aphrodite aux belles fesses, mais elle avait aussi des yeux fulgurants. Pour les femmes particulièrement, en perdant la déesse de la beauté, elles ont perdu la compréhension de ce que c'est que cette émotion, que ce pouvoir, et ça devient, pour beaucoup de femmes, être très belle, c'est une épreuve, c'est avoir reçu un cadeau des divinités qui n'est pas facile à porter. Ça sera pas frisé. Faut que ça soit assez différent d'Aphrodite. Oui. Ça va être quelque chose de rigide. Oui, ça va être des années 60 que je me suis inspirée. OK. Très sexy, sensuel. Qui va aller avec ta robe. Je crois que ce qu'il y a d'intéressant à redécouvrir, c'est que Aphrodite n'est pas la déesse des jolies femmes. Elle est la déesse qui nous fait se sentir beau, et homme ou femme, et surtout qui nous fait voir cette beauté dans l'autre. Donc là, il y a une acceptation et une compréhension de cette émotion de beauté qui, lorsqu'on la regarde, vous ressentez un moment, vous regardez quelque chose qui vous semble beau. Que ressentez-vous? Cette émotion de beauté est très proche de ce que l'on définit comme une émotion religieuse ou mystique. Donc, il y a là une intelligence de cette émotion qui nous dit c'est une émotion religieuse. Ce que les Grecs avaient compris en faisant de la beauté une déesse. Non, les grosses sur le front, j'aime ça, mais c'est celle-là ici. En dessous de l'œil qui fait fatiguer. Ouais. On la mettra pas. Parce que ça ici, j'aime ça, ça découpe. On reconnaît la présence de l'archétype d'Aphrodite dans une attraction où la beauté joue un rôle. Là, on est dans le domaine de la grande Aphrodite. Ah oui, d'accord. Donc, on est ébloui, ému, touché par la beauté de l'autre, qui devient une clé pour le plaisir. Donc, la beauté révèle, amène une illumination sexuelle qui, encore là, est cette émotion religieuse vécue comme une beauté resplendissante de l'autre.
Comment posséder la beauté quand c'est elle qui nous possède? Nageurs égarés dans le fleuve du désir. Qui peut la réclamer pour soi? Elle n'est à personne, mais elle se donne à tous, pour l'admirer, la contempler, pour faire rêver. La beauté, c'est l'image du désir. Il faut apprendre à vivre le désir dans toute sa plénitude, pour lui-même, sans s'attrister de ne pouvoir toujours le satisfaire. Le désir est un privilège, la beauté une invitation. C'est à l'amour qu'elle nous convie. C'est très clair si on regarde dans le culte antique, par exemple, Aphrodite était aussi bien la femme, la déesse qu'allait consulter la femme mariée âgée qui voulait raviver les ardeurs de son mari. Donc elle allait au temple, offrait un sacrifice à Aphrodite pour savoir comment raviver le désir chez son mari, quelle que soit son apparence, quel que soit son âge. Et Aphrodite étant celle qui a les yeux fulgurants, il y avait une sorte de compréhension que ce pouvoir de voir la beauté de l'autre est une sorte de magie. Donc, bien sûr, on la représente par une belle déesse, mais si on comprend son principe, elle est cette audace qui fait que certaines femmes
qui ne correspondent pas nécessairement aux critères de beauté vont exercer un charme incroyable parce qu'elles sont à l'aise avec cette magie. Elles n'ont pas peur, quelle que soit leur apparence, d'exprimer une séduction. Yeux maraudeurs, ta beauté s'est perdue, l'horrible cruauté de ne t'avoir jamais vue, l'invisible beauté s'est cachée dans ma nuit, et j'ai les yeux qui crient. Je veux la retrouver. J'écoute ton absence de ma bouche qui tremble. Je goûte à ton silence du tympan de mon ventre. L'invisible beauté se tait dans ma nuit. Et j'ai les yeux qui crient. Je frôle tes humeurs de mon regard éteint. Je ressens tes couleurs dans mon corps qui s'étend. À l'orée du matin, ta lumière m'attend, ton cyclone m'atteint, et je découvre enfin l'invisible beauté dans l'œil de ma nuit. J'ai les yeux qui rient, je peux te retrouver.